Mon nom est Corentin Scavé, donc je suis fondateur d'EasyVest et je suis en charge de la gestion de patrimoine, du wealth management chez EasyVest. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'investir le cash de la liquidité de votre société. euh, et je vais aborder ce sujet pour vous expliquer s'il est judicieux ou non d'investir les liquidités de votre société. Alors, avant de me lancer dans la présentation, donc un petit avertissement d'usage. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va parler de produits financiers, on va faire des projections de rendement pour illustrer nos propos. Nous tenons à nous assurer que vous êtes conscient que les performances passées ne présagent en rien des performances futures et que tout investissement comporte des risques de perte de tout ou d'une partie du capital investi. Et donc, les données de marché que nous allons présenter ne servent qu'à illustrer nos propos et ne doivent pas être prises pour argent comptant. Voilà. Avant de rentrer aussi dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer un petit peu qui est EasyVest, ce que nous proposons et comment est-ce que nous nous positionnons dans le paysage des institutions financières du royaume. Alors premièrement, EasyVest, c'est quoi? C'est un gestionnaire de patrimoine, un wealth manager avec une forte connotation digitale et spécialisé dans la gestion indicielle. Donc on ne met en avant que des solutions de gestion indicielle chez EasyVest et on poursuit en fait trois objectifs. On peut résumer ça en une phrase, c'est rendre l'investissement accessible à tous les Belges à faible coût et en offrant les performances les plus élevées. Donc il y a trois mots-clés ici, c'est la simplicité. Les investissements sont généralement fort complexes, difficiles à appréhender pour la plupart des investisseurs, alors que en soi, il n'y a pas de nécessité que l'investissement soit une thématique compliquée à comprendre et à mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est que la plupart des investisseurs belges ont accès à des produits financiers qui sont peu performants, qui ne délivrent pas les performances euh, qu'ils devraient offrir à leurs investisseurs pour le niveau de risque auquel ces investisseurs s'exposent. Et donc, nous œuvrons au travers de la gestion indicielle pour justement offrir davantage de performance à nos clients pour un niveau de risque donné. Et enfin, on essaye de faire tout ça de la manière la plus économique possible, en réduisant les coûts et en offrant nos solutions pour des frais qui sont abordables, en tout cas en comparaison à ce qui se fait auprès de toutes les institutions financières du Royaume. Alors EasyVest en chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est à l'heure actuelle plus de 2300 clients, clients satisfaits comme le démontrent les nombreuses revues favorables que nous avons reçues sur la plateforme Trustpilot. C'est aussi 135 millions d'actifs gérés à l'heure actuelle et c'est une équipe de 12 collaborateurs à votre service, soit pour vous aider à ouvrir vos comptes, répondre à vos questions d'investissement, mais aussi développer des outils qui vous permettent de faire de la planification euh, sur notre site web, planification financière, planification dans le cadre de la pension. Voilà, ça c'était pour la petite introduction relative à notre société. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, à savoir, devriez-vous investir en société? Et donc, plutôt que de dire comment, j'ai exprimé ici la question de manière ouverte, en exposant bien le fait que il y a aussi d'autres possibilités et que l'investissement en société pourrait ne pas être la voie optimale. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais essayer d'adresser trois questions principales. C'est pourquoi vous devriez investir en société, c'est quand ou dans quel cas de figure vous devriez investir vos liquidités en société, et finalement, comment ou au travers de quels instruments vous devriez investir ces liquidités. Alors, la première question qui est de savoir pourquoi vous devriez investir en société, elle est facilement adressée puisque euh, comme je le montre ici sur le graphique suivant, ne pas investir en société, laisser votre argent sur un compte à vue engendre un manque à gagner considérable. On voit ici en fait l'évolution et le rendement d'un investissement sur un compte à vue versus le même investissement dans des actions mondiales. Vous voyez que sur une période de 12 ans, allant de 2010 à 2022, le manque à gagner euh, en laissant votre argent sur un compte à vue, il est de 249%. Donc il y a un intérêt assez certain à investir en société et à ne pas laisser son argent dormir sur un compte à vue si vous avez un horizon assez long et pour autant que vous acceptiez d'en subir les risques.
Et des risques, il y en a, c'est-à-dire qu'assez régulièrement, en investissant dans des actions, vous vous retrouvez exposé à des déconvenues sur les bourses. Ces déconvenues, elles se produisent tous les 36 à 48 mois et au cours des 12 années qu'on a étudiées dans l'analyse qu'on a fait ici, il y a eu 3 crises majeures, certaines dont vous vous souvenez certainement, d'autres dont vous vous souvenez peut-être moins ou certaines qui semblent très lointaines. Mais la première, c'était la crise de la dette grecque à l'été 2011 où les marchés ont perdu quasi 20%. Quelques années plus tard, on a eu un ralentissement économique en Chine qui a de nouveau fait trembler les marchés et fait perdre jusqu'à 20% aux bourses mondiales. Et puis, in fine, plus récemment, en 2020, on a une dépréciation qui était même plus prononcée que ça, allant jusqu'à 30, voire 35% au cours de la journée la plus forte, qui était liée ici à une crise sanitaire. Donc, ce n'était pas une crise de la dette ou une crise économique, c'était un événement tout à fait exceptionnel, mais qui a quand même eu des conséquences assez importante à court terme sur la valorisation des avoirs investis en bourse. Et donc, investir, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais si vous acceptez de subir ces périodes de dépréciation, vous pouvez aller chercher et obtenir un rendement qui est très intéressant sur le long terme. Alors maintenant, quand et comment investir en société? Ça dépendra de nombreux facteurs. Voilà, il y a beaucoup de mots-clés ici, de buzzwords qui sont repris sur ce slide. La première chose qu'on doit se poser, c'est de savoir si l'argent dont on dispose en société, si on en a des besoins opérationnels particuliers. Est-ce que cet argent peut être mobilisé et immobilisé ou doit-il être utilisé à court terme pour le développement de la société? Donc ça, c'est une question stratégique que vous devez vous poser au niveau de votre société. Puis il y a une question d'horizon de placement aussi, donc savoir si on peut vraiment investir sur une longue période. En termes de quand, vous allez vous poser des questions liées justement à tout ce qui est, comment dire, autres solutions possibles. Donc, est-ce que vous allez considérer des éléments comme la réserve de liquidation? Vous allez considérer des éléments comme devrais-je investir en société ou est-il préférable de se payer un dividende et d'investir le produit de ce dividende dans un portefeuille équivalent? Euh, des thématiques qui vont être liées à ça, c'est la thématique par exemple des VV per bis. Et puis finalement, vous allez vous poser des questions sur la manière dont vous devriez investir ces fonds. Ici, on va parler principalement d'investissement passif parce que chez EasyVest, on estime que c'est la meilleure manière d'investir et encore plus en société. Mais vous vous poserez aussi peut-être la question de savoir si vous ne devriez pas faire vous-même du stock picking si vous avez quelques connaissances financières. Voire, on vous a peut-être déjà parlé de produits d'investissement qu'on appelle les SICA VRDT. Vous vous êtes peut-être également posé la question de savoir si c'était un instrument à privilégier. J'adresserai ces questions au cours de la présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et parce qu'en fait, dans le cadre de l'investissement en société, c'est un sujet central qui revient de manière récurrente, je vais vous rafraîchir la mémoire sur le contexte fiscal belge lié à vos sociétés. Donc en Belgique, les revenus et les gains financiers sont imposés à l'impôt des sociétés, à l'ISOC, à hauteur de 25%, tandis que les dividendes, eux, sont soumis à un précompte de 30%. Ça veut dire que si vous avez des gains et des revenus financiers, par gain on entend une plus-value et par revenu on entend la perception de dividendes ou d'intérêts. Donc si vous avez, après la réalisation d'un investissement, un gain financier de 100 euros, ce gain et ces revenus seront taxés à hauteur de 25% à l'impôt des sociétés. Donc ce sera un produit financier qui sera taxé comme tel et qui donnera un profit financier de 75 euros, qui, pour atterrir dans votre poche, sera encore soumis à un précompte mobilier de 30%. Cela veut dire que, in fine, dans votre poche, il vous restera, après distribution et après paiement de toutes les taxes qui peuvent être prélevées, il vous restera 52,5 euros en poche. Ça, c'est le cas standard, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui s'applique de manière normale si on applique les règles fiscales. Maintenant, en Belgique, il y a toute une série de cas particuliers, de niches, d'exonération que je vais parcourir avec vous un petit peu plus tard.
Mais donc le cas standard, c'est l'ISOC à 25% et le précompte mobilier à 30%, ce qui fait qu'in fine, dans votre poche, il ne reste plus que la moitié de ce qui était disponible. Un autre élément à prendre en considération dans le cadre de l'investissement en Belgique et au niveau comptable et fiscal, c'est que les plus-values sont taxées, mais les moins-values ne sont pas déductibles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compenser une perte par un gain ou un gain par une perte. Il n'y a pas de mécanisme de compensation. La plus-value sera taxée, mais le gain, la perte ne pourra pas être utilisée pour éviter une taxation sur la plus-value. Vous avez donc tout intérêt à maximiser vos chances de rendement positif et vous devez éviter le stock picking. Et c'est ce que je vais essayer de montrer ici dans l'exemple, l'illustration que je vais donner. Donc imaginez un portefeuille constitué au travers de stock picking par un dirigeant d'entreprise qui décide de suivre ses convictions et ici d'investir dans un portefeuille de grandes sociétés bien établies, ici toutes des sociétés américaines, eh bien, in fine, ils se retrouvent après quelques années avec les performances que je reprends ici pour chacune de ces positions de manière individuelle. Il y a certaines positions qui se sont bien appréciées et puis d'autres positions qui ont moins bien performé. Donc en moyenne, ils se retrouvent avec la moitié de son portefeuille qui a généré une plus-value de 18% et l'autre moitié de son portefeuille qui a généré une perte de 18%. Eh bien, l'un dans l'autre, quand on regarde d'un point de vue purement financier et qu'on n'applique pas la fiscalité, le dirigeant n'a rien perdu. Les pertes ont été compensées par les gains et donc il se retrouve avec la même situation que la situation initiale. Sauf que l'État va vouloir appliquer une taxation de 25%, donc l'impôt des sociétés sur la partie qui a généré des profits, et que, in fine, le dirigeant se retrouvera ici avec une perte de 2,25% qui découlera uniquement de la fiscalité applicable sur la plus-value et du fait qu'il ne peut pas déduire les moins-values réalisées sur les autres investissements. Donc il est important d'essayer d'éviter le stock picking en société parce que c'est une situation qui est peu favorable et dans un portefeuille aussi diversifié soit-il, il y a toujours des sociétés qui se comportent bien et d'autres qui se comportent moins bien. Donc il y a a priori assez souvent des moins-values dans un portefeuille, même assez bien diversifié, qui ne pourront pas être déduites. Il est donc important de privilégier des produits qui ont en essence déjà une approche de portefeuille qui permettent justement en interne, comme les fonds d'investissement, de compenser les gains et les pertes et qui permettent donc d'éviter ce genre d'écueil au sein de votre société. Donc ça, c'est déjà une partie de la réponse à comment. Comment? Il faudrait éviter déjà le stock picking parce que les moins-values ne sont pas déductibles en société. Alors, un autre élément aussi, c'est que quand vous investissez le cash disponible en société, il y a ça peut parfois fausser le jugement de certaines personnes qui ont des liquidités et qui décident d'investir, de ne pas distribuer, mais plutôt d'investir le cash en société. C'est que, en fait, une fois que vous avez payé l'impôt des sociétés et que vous avez du cash, si vous ne le distribuez, vous avez une certaine somme et vous pouvez investir 100% de la somme. Si jamais vous investissez en personne physique, la somme que vous pourrez investir en personne physique, ce ne sera pas 100% de la somme disponible, mais seulement 70% de la somme disponible, puisque vous devrez, pour distribuer cette somme et l'avoir en poche, vous devrez payer un précompte de 30%. Et donc, à revenu équivalent ou à cash disponible équivalent en société, si vous consentez un investissement en société, la mise de départ sera plus importante que si vous décidez d'investir cette même somme disponible en personne physique. C'est un élément à prendre en considération et que j'utiliserai dans les illustrations qui viendront. A priori, ça n'a pas d'implication particulière, mais ça peut fausser le jugement de certaines personnes qui ont l'impression d'investir plus et donc l'impression qu'ils auront plus également au terme de leur investissement. Alors en réalité, et ça malheureusement, ça peut être peut-être une déception pour certains d'entre vous, je vais peut-être casser un mythe ici, mais investir en société, ça n'est pas optimal. Ça n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que malgré un précompte de 30% au début et donc le fait que vous avez l'impression d'investir moins, en société, vous allez être taxé sur la plus-value à hauteur de 25%.
Et vous allez après devoir aussi sur cette plus-value payer un précompte pour le distribuer. Donc vous allez avoir une taxation à 48% sur la plus-value. Vous allez déplacer dans le temps la taxation, le précompte sur la partie qui était déjà disponible, mais par contre, vous allez subir sur le gain financier une dépréciation qui est de 48%, puisque ce sera un nouveau produit financier. Donc, si vous regardez ici le cas de figure de base, impôt des sociétés à 30%, impôt des sociétés à 25% et précompte à 30%, a priori, investir en société, ça n'est pas avantageux et il n'y a pas de raison de le faire. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est le cas de base et qu'en fait, en Belgique, il y a de nombreuses exceptions à la règle qui fait que vous pourriez vous retrouver dans une situation où l'investissement en société peut s'avérer intéressant. Déjà, il y a le cas de figure où votre argent est bloqué en société. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Vous n'avez pas la possibilité de sortir l'argent pour des raisons opérationnelles. Cet argent est disponible, mais doit rester en société pour des projets futurs. Et donc là, vous n'avez pas d'autre choix que de le maintenir au sein de la personne morale et de l'investir en société. Et comme je l'ai dit précédemment, il est toujours préférable d'investir plutôt que de ne pas investir. Mais il y a d'autres cas de figure qui peuvent changer la donne. Et en Belgique, en fait, il y a trois régimes particuliers ou trois manières de bénéficier, en tout cas, de taux réduits qui peuvent changer la donne dans l'analyse du scénario et qui peuvent rendre l'investissement en société pertinent et favorable. Alors, la première chose dont il faut tenir compte, la première exception aux règles fiscales que j'ai mentionnées au début de cette présentation, c'est que l'impôt des sociétés pour les PME n'est pas toujours de 25%. Il peut être de 20% sur les 100 premiers 1000 euros de bénéfices, moyennant certaines conditions, et ça, c'est quelque chose qui est en place depuis 2019. Donc déjà, il y a un impôt des sociétés qui peut être réduit. C'est un premier paramètre à prendre en considération dans l'analyse de l'investissement en société. La deuxième chose, c'est qu'il y a un régime qui s'appelle le régime VVPR bis, qui octroie aux jeunes sociétés ou aux sociétés ayant été créées depuis juillet 2013, ça octroie un précompte réduit de 15% pour toutes les sociétés qui ont été créées après 2013. Ça veut dire que vous ne payez plus 30% de précompte, mais vous payez 15% de précompte pour la distribution de dividendes. Et alors la troisième chose, c'est la réserve de liquidation. La réserve de liquidation, c'est un régime qui a été mis en place peu de temps après la création du VVPR bis. On s'est rendu compte qu'en fait, le VVPR bis crée un peu un régime de faveur pour les nouvelles sociétés, qu'il était un peu anormal que les sociétés qui avaient été créées avant cette date ne puissent pas bénéficier elles aussi d'un précompte plus faible. Et donc on a créé un mécanisme qui, moyennant certaines conditions, permet aux sociétés plus anciennes de bénéficier d'un taux de distribution qui est aussi de 15%. Et ça, c'est un régime qui existe depuis 2015. Je vais revenir en détail sur chacun de ces régimes, mais c'est trois éléments qui vont conditionner le fait qu'il soit intéressant ou non d'investir en société plutôt que de sortir l'argent de votre société pour investir en personne physique. Alors, l'impôt réduit, ça c'est le premier élément. Donc la première chose, c'est que les PME ne payent que 20% sur la première tranche de bénéfices. Mais c'est vrai que si vous respectez certaines conditions. La première chose, c'est qu'il doit y avoir au moins un dirigeant dans l'entreprise qui touche une rémunération qui est équivalente à 45 000 euros. Je vais faire simple parce que le mécanisme est un petit peu plus complexe que ça, mais a priori, un dirigeant doit déjà toucher 45 000 euros de rémunération minimum pour bénéficier de ce taux réduit. C'est pour ça que dans beaucoup d'organisations, ou si vous avez déjà eu des discussions avec votre comptable, la plupart des dirigeants d'entreprise vont toucher une rémunération, en tout cas dans les MANCO, une rémunération de 45 000 euros, c'est assez courant. Pas beaucoup plus, mais pas moins non plus, parce qu'il y a ce fameux avantage fiscal sous l'impôt des sociétés. La deuxième chose, c'est que vous ne devez pas détenir de filiales, donc vous ne devez pas détenir de société à plus de 50%. Et la troisième chose, c'est que vous ne devez pas être considéré comme une société financière. Ça veut dire que vous ne devez pas investir plus de 50% de vos actifs dans des participations financières. C'est là que ça peut être problématique, puisque quand vous investissez en société,
et que vous avez des liquidités qui sont importantes, par exemple quand vous avez une société de management et qui n'a pas sur le côté d'autres actifs que ces liquidités, comme des actifs opérationnels ou des biens immobiliers, ben, vous pourriez vous retrouver dans une situation où du fait que vous investissiez en société, vous perdiez cet avantage fiscal du taux réduit sur les 100 premiers 1000 euros de bénéfices. Donc c'est un point à prendre en considération. Pour être considéré comme une PME, alors c'est très rapide ici, mais il faut avoir moins de 50 travailleurs en moyenne au cours d'une année donnée, un chiffre d'affaires de moins de 9 millions d'euros et un total de bilan de moins de 4,5 millions d'euros. Si vous avez plus de au moins ou plus de deux des trois critères, vous n'êtes plus considéré comme une PME. Mais si vous ne rencontrez qu'un seul des trois critères, vous pouvez toujours être considéré comme une PME et bénéficier du taux réduit à 20%. Ça, c'était pour le taux réduit. Maintenant, le régime vraiment intéressant, et c'est ça qui est en fait un peu un game changer, ou c'est ça qui va définir réellement s'il est intéressant d'investir en société ou pas, c'est le VVPR bis. Et principalement, donc le critère qui va être utilisé ici, c'est la date de création de votre société. Donc depuis le 1er juillet 2013, il y a un régime qui est celui du précompte réduit sur les dividendes versés par ces sociétés qui ont été créées après 2013. Vous ne payez pas 30%, mais vous payez 15% sur les dividendes versés, ce qui est quand même extrêmement avantageux. Il faut savoir que ce régime ne s'applique pas uniquement aux sociétés créées après 2013. Une société qui a été créée avant 2013 pourrait en bénéficier si elle a procédé à une augmentation de capital. Les actions nouvellement émises étant également considérées dans le cadre du VVPR bis. Et donc vous pourriez, par exemple, j'ai eu le cas avec un client il n'y a pas longtemps, il avait créé sa société avant 2013 et puis en 2015, il a procédé à une augmentation de capital, le capital a doublé. Eh bien, dans son cas de figure, il se fait que le précompte qu'il va payer, c'est pas 30%, c'est pas 15%, mais c'est la moitié des deux. Donc ça va être 22,5% qui va payer, puisqu'il y a une partie de ces actions qui va être soumise à un précompte de 30% et l'autre partie des actions qui sera soumise à un précompte réduit de 15%, puisqu'elles ont été émises après la date du 1er juillet 2013. Il y a eu aussi un changement au niveau du code des sociétés. Un nouveau code des sociétés. Donc les SPRL sont devenus des SRL. La notion de capital capital social a été changée. Et donc aujourd'hui, il n'est plus vraiment possible d'augmenter le capital et de bénéficier de cet avantage. Mais pour les sociétés qui l'ont fait par le passé, sachez que en fait, le précompte applicable sur la distribution peut être favorable. Alors, il faut savoir qu'on ne bénéficie pas dès le début du précompte réduit. C'est quelque chose qui vient progressivement. Il y a une période de transition. Donc, au cours du premier exercice, si vous distribuez des bénéfices, ben là, vous êtes toujours précompté à 30%. Au cours du deuxième exercice, s'il y a des bénéfices et que vous les distribuez, ben, vous payerez 20% sur la distribution. Et au bout de 3 ans seulement, après 3 exercices complets, ben là, vous pouvez sortir les liquidités de votre société au travers de dividendes qui ne seront taxés qu'à 15% au lieu des 30% habituels. C'est vraiment un régime extrêmement favorable, extrêmement intéressant. Et si votre société bénéficie de cet avantage, je vais être assez clair, l'investissement en société n'est pas optimal, il est préférable. Il est toujours préférable dans ce cas-là de sortir l'argent de la société immédiatement via les dividendes et d'investir cette somme au travers, enfin en personne physique, sur un compte d'investissement sur le côté. Je vous avais mentionné une troisième exception, un troisième régime d'exonération, c'est la réserve de liquidation. Et cette réserve de liquidation permet de diviser l'impôt par deux, donc de tomber aussi de 30 à 15. Mais ici, le mécanisme est un petit peu différent. Ça s'applique pour toutes les sociétés, même celles créées après 2013. La seule chose, c'est que pour les sociétés créées après 2013, la réserve de liquidation a un peu d'intérêt puisque vous avez déjà un régime qui est plus immédiat et tout aussi favorable qu'est le VVPR bis, mais vous pourriez aussi mettre en place une réserve de liquidation. Mais les sociétés qui ne sont pas créées ou qui n'ont pas été créées après 2013 ou qui n'ont pas bénéficié d'augmentation de capital
n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers la réserve de liquidation. Et c'est un mécanisme qui fonctionne comme suit. Donc la première chose, c'est que quand vous avez un bénéfice, vous décidez de l'affecter, plutôt que de le distribuer immédiatement, vous l'affectez à une réserve de liquidation. L'affectation implique le paiement immédiat d'un impôt ou d'une contribution de 10% à la constitution de la réserve. Et puis vous devez conserver cette réserve pendant 5 ans. Et au terme des 5 années, vous avez la possibilité de distribuer, de faire un dividende spécial sur cette réserve de liquidation, moyennant le paiement d'un solde de 5%. Donc c'est assez favorable puisqu'in fine, vous payez 10 et 5. Donc vous êtes à un niveau qui est équivalent à celui du VVPR bis. Alors dans le temps, comment ça se passe en termes de cash flow? Comme vous le voyez sur la droite du graphique, c'est que la première année, vous allez mettre une certaine somme, votre bénéfice qui n'est pas distribué mais qui est alloué à la réserve de liquidation. La deuxième année, vous aurez un apport complémentaire qui fait que votre réserve va encore un petit peu augmenter. Et ainsi de suite jusqu'à la 5e année à partir de laquelle vous allez commencer à pouvoir distribuer les sommes, les réserves que vous avez constituées initialement. Et donc vous allez sortir les réserves d'il y a 5 ans qui vont a priori être remplacées par de nouvelles mises en réserve liées aux bénéfices de l'année en cours. Et donc vous vous retrouvez d'une certaine manière avec un fonds de roulement au bout de 5 ans, une réserve qui va rester, elle ne va pas rester constante puisqu'elle va fluctuer en fonction des fluctuations de votre chiffre d'affaires et de vos bénéfices, mais qui va a priori rester relativement stable, voire grandir s'il y a des indexations ou des augmentations fortes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Mais donc, l'investissement d'une réserve de liquidation, on pourrait penser que c'est un horizon de 5 ans, puisque c'est ça l'horizon de la réserve de liquidation avant de pouvoir le sortir, mais en fait, c'est beaucoup plus long que ça, puisque cette réserve va en fait rester comme un fonds de roulant jusqu'à la liquidation, jusqu'à la fin du mécanisme de mise en réserve de liquidation dans votre société. Donc l'horizon peut être très long. Si vous maintenez votre société en activité pendant 20 ans, vous pourriez avoir une réserve de liquidation à investir pendant 20 ans. Voilà, donc là j'ai expliqué les 3 mécanismes, l'ISOC réduit, le VVPR bis et puis la réserve de liquidation. Maintenant, revenons un peu au scénario que j'avais présenté au début. Où on voit l'investissement en société versus l'investissement en personne physique. On voyait que finalement l'investissement en personne physique était plus favorable que l'investissement en société. Ce qu'on va voir, c'est qu'in fine, en fait, tout investissement, qu'il soit en société ou en personne physique, il est favorisé par ces mécanismes d'exception qui s'appliquent aux petites et moyennes entreprises. Sachez que tous les scénarios peuvent être simulés au travers d'un outil qu'on met à disposition en ligne, mais tous les scénarios sont relativement favorables. Et donc, on le voit ici. Si jamais vous bénéficiez du VVPR bis ou de la réserve de liquidation, que ce soit en société ou en personne physique, vous allez bénéficier d'un capital qui est plus important à terme. C'est-à-dire que certes, il est plus intéressant d'investir en personne physique qu'en société, mais si vous voulez bénéficier de l'avantage des 15% de la réserve de liquidation plutôt que de payer 30%, dans ce cas-là, il est plus intéressant d'investir en société. Et in fine, vous aurez plus en investissant en société que si vous distribuez directement et que vous payez directement le précompte. Donc, il faut vous devez comparer les 156 000 euros qu'on voit dans ce graphique aux 151 000 euros que vous auriez si vous n'aviez pas bénéficié du régime de mise en réserve de liquidation et que vous aviez investi en personne physique. Donc, dans le cadre d'une réserve de liquidation, il est intéressant d'investir en société et il est plus intéressant de garder l'investissement en société et de mettre en réserve de liquidation. Donc, il y a un petit bénéfice. De même, si vous avez bénéficié ça c'est le scénario le plus favorable, si vous bénéficiez du VVPR bis et que vous payez 15% de précompte, là vous avez en fait une extrêmement belle majoration de ce que vous pouvez avoir comme capital à terme. Donc l'État vous fait un beau cadeau en vous offrant un précompte réduit par rapport au précompte de 30%.
Donc, pour résumer, en fait, l'investissement en société, oui, dans certaines conditions. Les conditions pour que vous fassiez l'investissement en société, c'est d'une part que, que l'argent soit bloqué. Si l'argent est de toute façon bloqué en société, il vaut mieux toujours l'investir que de ne pas l'investir. D'ailleurs, c'est illustré ici. En fait, le pire des scénarios, en fait, c'est de ne pas investir l'argent, de le laisser pendant toute cette période-là sur un compte à terme, d'un compte à vue plutôt. Vous allez, pour pouvoir le sortir, quand même devoir payer les 15% et vous n'aurez que 85 000 euros à terme. Donc, même investir en société, c'est quasi 2 fois plus intéressant sur un horizon de 10 ans que de ne rien faire. Donc, l'investissement, il faut le faire. L'investissement en société, c'est mieux que de ne rien faire en personne physique. Mais si vous investissez dans les deux cas, euh, si vous bénéficiez du régime de réserve de liquidation, c'est intéressant d'investir pendant une période de 5 ans, au terme duquel il est préférable de sortir l'argent de la société dès que vous en avez l'opportunité pour bénéficier du précompte à 15% et de constituer à ce moment-là un portefeuille en personne physique pour continuer à investir en personne physique et ne plus être taxé sur la plus-value au travers de l'ISOC et du précompte. Si votre société a été créée après le 1er juillet 2013, là, il n'y a pas photo. En fait, l'investissement en société n'est pas favorable. Il est préférable de sortir l'argent de la société et de l'investir directement en personne physique. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu quand investir. Maintenant, comment investir? Je vais vous expliquer. J'ai déjà expliqué que l'investissement, le stock picking n'était pas quelque chose qu'il fallait préconiser, c'était plutôt risqué et vous risquiez de vous retrouver avec des pertes non déductibles. Chez EasyVest, on estime que la solution la plus intéressante, ça reste l'investissement indiciel. Bon, déjà, on évite les écueils du stock picking puisque vous avez directement un portefeuille diversifié où les gains et les pertes des différentes sociétés sont compensés au sein de l'instrument d'investissement qui est le tracker. J'expliquerai aussi pourquoi un petit peu plus tard, mais le tracker, pour bien comprendre ce qu'est la gestion indicielle, ce qu'est l'investissement passif, eh bien, il y a quelques concepts que je vais vous exposer ici que vous devez d'abord comprendre. Le premier concept, c'est le concept de marché. Donc, chez EasyVest, on parle souvent de marché. Les bourses mondiales, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les bourses mondiales, c'est 9000 sociétés cotées à travers le monde qui représentent à peu près 100 trilliards de capitalisation boursière, même un peu plus que ça, puisque l'année dernière, les marchés ont pris de la valeur. Mais une grande partie de cette capitalisation boursière se trouve aux États-Unis. Donc la plus grande partie des sociétés cotées et surtout la plus grande partie de la valeur des sociétés cotées en bourse se trouve sur des bourses américaines. Il y a différentes explications à ça. La première chose, c'est que les États-Unis, c'est une région dans laquelle, qui a toujours été relativement favorable à l'introduction en bourse. Donc, il y a plus de sociétés qui sont cotées. Deuxièmement, c'est là que sont cotées les plus grandes sociétés du monde. Sociétés comme Apple, Google, Amazon, Tesla maintenant. Toutes ces sociétés sont cotées aux États-Unis. Il y a des grandes sociétés en Chine, mais elles ne sont simplement pas cotées sur des bourses qui sont accessibles aux investisseurs européens ou bien simplement pas cotées du tout. Et puis, la dernière chose, c'est que c'est un marché des capitaux qui est extrêmement efficace et qu'il y a aussi des sociétés, même européennes, qui décident de ne pas être listées sur les places boursières européennes, mais de se faire lister directement aux États-Unis où elles peuvent obtenir des valorisations qui sont plus intéressantes. Donc, ici, l'image que vous voyez, c'est une répartition de la capitalisation boursière mondiale. Ce n'est pas représentatif de l'économie mondiale, ni même de votre exposition à cette économie mondiale au travers de sa société, c'est simplement représentatif de l'endroit où les sociétés sont cotées à travers le monde. Vous n'avez pas une surexposition en achetant un portefeuille qui serait constitué de la sorte, vous n'avez pas une surexposition au marché américain puisque les sociétés globales qui y sont cotées réalisent leur chiffre d'affaires aux quatre coins du globe. Une société comme Microsoft réalise certainement une grande partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, mais elle réalise une partie tout aussi importante de son chiffre d'affaires en Europe,
au Japon, en Chine, aux quatre coins du monde. C'est une société mondiale, c'est simplement que du fait qu'elle soit listée aux États-Unis, elle participe 100% à la capitalisation boursière américaine. Donc voilà, c'est un portefeuille ici très diversifié, beaucoup de sociétés. Souvent, quand on fait du stock picking, ben, on investit dans 10, 15, 20 sociétés, pas de 9000 sociétés. Et même quand vous investissez dans un fonds d'investissement, les participations de ces fonds d'investissement sont généralement au nombre de 50, 100, 200 quand c'est bien diversifié, mais très rarement un nombre aussi élevé que 1000, 2000, 9000 sociétés. Donc voilà, le marché mondial, il est quand même vaste et ce serait dommage de passer à côté de toutes les opportunités que ce marché offre, puisqu'en Belgique, en fait, comme vous le voyez, c'est assez insignifiant, c'est même pas 1% de la capitalisation boursière mondiale. Alors, une autre notion centrale, j'ai expliqué la notion de marché mondial, une notion centrale dans la gestion passive ou la gestion indicielle, c'est la notion d'indice. L'indice, c'est quoi? Je vais peut-être d'abord nommer un indice que vous connaissez, c'est l'indice Bell 20. Le Bell 20, typiquement, qu'est-ce que c'est? C'est un panier de valeurs, c'est un ensemble de sociétés qui reprend les 20 plus grosses sociétés cotées sur la place de Bruxelles. Bell pour Belgique et 20, le nombre de constituants. Ça, c'est un indice qui existe en Belgique, la même chose en France, le CAC 40. 40 pour le nombre de constitutions, et CAC qui est un acronyme qui désignait l'indice sur la bourse de Paris à l'époque. On a aussi le DAX 30 en Allemagne. Aux États-Unis, vous avez le S&P 500, le Nasdaq 100. C'est souvent un acronyme de 3-4 lettres, parfois un peu plus long, et puis un nombre qui définit la taille du panier. Les indices servent à quoi? Ils servent à donner de manière rapide une idée de la performance d'une place boursière à un investisseur. Alors, au départ, c'était des places boursières. Maintenant, aujourd'hui, les indices se sont tellement diversifiés que ce n'est pas seulement des places boursières, ça peut être aussi une région du monde, un panier d'actions mondiales, ça peut être un secteur, ça peut être aussi une région du monde avec des filtres. On peut exclure certains secteurs ou on peut se focaliser sur certaines thématiques comme des thématiques durables et autres. Mais c'est toujours l'indice, un panier d'actions qui répond à certaines règles pour constituer le panier d'actions et qui permet de globaliser en fait la performance de ce panier d'actions. Ici, j'ai essayé d'expliquer ça. Hein. Donc, c'est une moyenne pondérée en fait l'indice. Donc, on voit la performance de différents secteurs, parfois des bonnes performances, parfois des contre-performances, mais on voit des performances positives, des performances négatives, et in fine, l'agrégation de tout ça donne une performance moyenne de 15%. Si je prends l'exemple là en direct, je suis sur le site de l'Eco et je regarde la performance du BEL20 aujourd'hui, elle est de 0,71%. Il y a 9 valeurs, même 10 valeurs qui sont en positif, et il y a 10 valeurs qui sont en négatif. Galapagos perd 1,9% et KBC prend 3,06%. Donc on se retrouve avec un panier de valeurs, mais on a un peu, si on regarde chacune des valeurs individuelles, on n'a pas vraiment une bonne idée de ce qu'a fait la croissance de la bourse de Bruxelles aujourd'hui. Donc l'idée du Bell 20, c'est de vous permettre, en regardant un seul chiffre, 0,71, de vous dire, aujourd'hui la bourse à Bruxelles, elle monte. Ou aujourd'hui la bourse aux États-Unis, elle monte. Donc l'indice n'est à la base pas quelque chose qui permet d'investir, c'est quelque chose qui donne une indication, une lecture à un investisseur. Il se fait que de ces indices, on a dérivé des instruments financiers. Ces instruments financiers, on les appelle des fonds indiciels ou des trackers quand ils sont cotés en bourse. Et donc le tracker, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre la performance d'un indice donné. Ça peut être le Bell 20, ça peut être le CAC 40, mais ça peut être n'importe quel indice qui a été créé dans le monde. Et comme c'est quelque chose qui est, je peux dire, relativement simple, mais en tout cas qui répond à des règles qui permettent une certaine automatisation au niveau de la gestion et qui ne nécessitent pas des analyses complexes, le tracker, il permet d'investir dans un panier d'actions diversifié à faible coût. Il va aussi toujours vous délivrer de manière assez fidèle la performance de l'indice que vous suivez. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Si la bourse monte, le tracker va monter. Si la bourse baisse, le tracker va baisser. Il n'y aura pas d'erreur de gestion par rapport à ça. Vous obtenez ce pourquoi vous payez.
Et puis, in fine, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir assez rapidement une grande diversification et de compenser justement les gains et les pertes, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, c'est un bon outil pour investir en société, puisqu'au travers d'un instrument, vous pouvez en avoir plusieurs, mais vous pourriez n'en avoir qu'un, vous avez directement une exposition diversifiée avec des mécanismes de compensation. Ça vous permet de maximiser vos chances de gain et de diminuer les chances de perte au travers du mécanisme de diversification. Alors, c'est ce que nous, chez EasyVest, on privilégie pour tous les investissements et c'est, après analyse, ce qu'on estime être le plus intéressant quand vous investissez en société. Alors, pourquoi est-ce qu'on estime que c'est le plus intéressant? Parce qu'en fait, on a comparé la performance de la gestion indicielle au travers de trackers avec la performance de gestionnaires de fonds. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, les gestionnaires actifs traditionnels des grandes institutions, j'allais dire du royaume, mais c'est vrai pour la plupart des institutions mondiales, ne parviennent pas vraiment à délivrer des performances qui sont meilleures que celles du marché. Ou plutôt, ils ne parviennent pas du tout, sur le long terme, à réaliser des performances qui sont meilleures. On se rend compte quand on analyse les performances des gestionnaires de fonds actifs qu'au cours d'une période de 1 an, il n'y a que 38% de ces gestionnaires actifs qui font mieux que les bourses. C'est pas beaucoup. On s'attend, vu que ce sont des professionnels qui ne font que ça toute la journée, de regarder les marchés et de choisir les actions, on s'attendrait à ce que plus de 1 sur 2 délivre de bonnes performances. Mais non, en fait, statistiquement, ils sont moins de la moitié. Au bout de 2 ans, en fait, ils sont plus que 15%. Pourquoi? Parce qu'en fait, parmi les 38% de la première année, il y a eu beaucoup de chanceux. Ils n'avaient rien fait de spécial, ils n'avaient pas forcément pris des bonnes décisions, mais ils avaient pris des décisions où ils étaient du bon côté du pile ou face. Au bout de 3 ans, il n'y a que 7% des gestionnaires au final qui continuent à délivrer des performances qui sont meilleures que celles de l'indice. Au bout de 5 ans, il n'y a qu'un gestionnaire sur 100, sur les 100 qu'on avait analysés, qui fait mieux que son indice de référence. Ici, l'indice, petite explication, l'indice qu'on a regardé ou l'exposition qu'on a regardée, c'est tous les fonds d'investissement diversifiés mondiaux qui étaient disponibles pour des investisseurs belges sur le marché belge. Et au bout de 6 ans, il n'y a plus personne en fait. Il n'y a pas un seul gestionnaire qui a fait mieux que les bourses mondiales sur un horizon de 6 ans. Et celui qui a fait mieux au bout de 5 ans, on ne peut pas exclure le fait qu'il ait simplement eu de la chance. Ce n'était pas spécialement des compétences, simplement qu'il était dans la bonne allocation d'actifs, qu'il avait la bonne exposition ou que 1, 2 ou 3 années d'affilée, il a eu de la chance au niveau des choix qu'il a fait. On ne peut pas donc estimer que quelqu'un est plus compétent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études que je ne reprends pas ici, mais qui démontrent que sélectionner un gestionnaire sur base de sa performance passée, aussi bonne soit-elle, est généralement un mauvais gage de performance future. Donc la plupart du temps, la bonne performance passée disparaît et, et on se retrouve de nouveau dans des périodes où les performances sont moins bonnes. Alors ça, c'est vrai pour les gestionnaires actifs des institutions traditionnelles, mais c'est aussi vrai pour des grands investisseurs. On entend souvent parler de Warren Buffett comme étant un bon investisseur qui a le nez creux et qui fait toujours mieux que les bourses. En fait, pas vraiment. Quand on regarde aussi la performance de Warren Buffett depuis 2002, on se rend compte qu'il ne s'en est pas trop mal sorti au final. Il a quand même une bonne performance, mais il est resté en retrait par rapport à la performance que vous auriez pu avoir avec un tracker d'actions américaines investissant dans l'indice S&P 500, qui est une bonne estimation du portefeuille de Warren Buffett, qui n'investit que dans des grosses sociétés américaines. Donc l'écart est conséquent, et donc même les grands investisseurs ne parviennent pas à faire mieux que les bourses. Donc pourquoi essayer de faire du stock picking? Pourquoi essayer de sélectionner un gestionnaire actif si, in fine, la meilleure chose à faire, c'est de suivre les marchés? Alors un sujet ou un concept financier que j'ai mentionné en début de présentation et pour lequel je n'ai pas encore parlé, c'est les SICA VRDT. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. On vous a peut-être justement fait la publicité de ces produits d'investissement auprès de vos institutions financières respectives en vous disant oui, ça c'est un super produit, ça permet d'éviter justement la taxation, l'impôt des sociétés à la sortie quand vous liquidez votre investissement.
C'est vrai, il y a un mécanisme, ce sont des SICAV RDT où l'acronyme en fait veut dire revenu définitivement taxé, qui ces SICAV, moyennant certaines contraintes au niveau de leur exposition, elles doivent investir dans des sociétés qui payent normalement un impôt au niveau mondial et qui ne bénéficient pas d'avantages fiscaux trop importants. Donc elles subissent certaines contraintes, elles peuvent pas investir dans toutes les sociétés et souvent, en fait, il y a des sociétés très intéressantes dans lesquelles elles ne peuvent pas investir. Eh bien, c'est vrai que a priori, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un placement intéressant qui pourrait faire de la concurrence à la gestion indicielle. Mais il se fait qu'en fait, elle souffre de deux problèmes. Le premier, c'est que les frais sont extrêmement élevés. Dans beaucoup de cas, vous payez des frais d'entrée conséquents. C'est le cas pour toutes les SICA VRDT commercialisées par les grandes institutions du pays, donc les banques universelles. Vous allez typiquement payer 3% de frais d'entrée. Et puis derrière, ce sont, comme il y a des contraintes, que vous ne pouvez pas gérer ça comme vous voulez, que vous devez faire des vérifications supplémentaires pour pouvoir respecter les critères RDT, les frais sont aussi généralement plus élevés dans ce type de SICAV. C'est le cas pour tous les produits qui, comment dire, qui offrent un avantage fiscal. Généralement, quand il y a un avantage fiscal, l'institution financière qui commercialise le produit ne se gêne pas pour capturer une partie de cet avantage à son profit. Les gens sont généralement moins regardants sur la structure de frais parce qu'ils se disent qu'importe, de toute façon, en investissant là-dedans, je vais gagner un peu d'argent, je vais économiser de l'argent. Et donc les gens sont moins regardants que pour d'autres types de placements. Donc on a des structures de frais qui sont généralement assez élevées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comme elles subissent des contraintes au niveau de l'allocation, ce qu'on observe au niveau des SICA VRDT. Ici, je n'ai pas pu montrer d'exemple précis, mais c'est que la performance de ces placements est souvent, comme pour les autres fonds gérés de manière active, inférieure et largement inférieure à la performance d'une exposition équivalente dans un tracker mondial ou européen. On se retrouve avec des performances qui sont de l'ordre de 25% de moins. Donc, on va avoir des rendements typiquement de 6% au lieu de 8%. C'est ce qu'on observe assez fréquemment. C'est entre autres lié aux frais qui sont importants, mais aussi lié au fait que la gestion active performe un petit peu moins bien. Et donc, si vous perdez 2%, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, ces 2%, c'est exactement, par rapport à un rendement de 8% théorique, c'est ce que vous auriez pu économiser en impôt des sociétés en investissant dans la SICA VRDT. Donc, si vous analysez les performances de ces différents produits, et si vous comparez ça à leur indice de référence, vous remarquerez qu'au final, le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que vous vous retrouvez avec des produits qui offrent un rendement moins intéressant et donc il aurait été préférable de ne pas bénéficier d'un avantage fiscal sur l'impôt des sociétés et d'obtenir un meilleur rendement à terme. Donc voilà, il faut aussi se dire que c'est un régime qui est un peu... les heures de ce régime sont comptées. Ça fait partie des dernières mesures qui étaient encore sous la table dans le cadre de la réforme du ministre Van Petegem. Il était question jusqu'à la dernière minute de supprimer l'avantage de SICA VRDT, donc il est fort probable que lors de la prochaine législature, ce sujet revienne sur la table, parce qu'au final, ça affecte assez peu de monde, ça affecte principalement les gens qui investissent en société dans ces SICA VRDT, et c'est un avantage qui est particulier et pour lequel ça ne dérangera pas grand monde si on le supprime. Donc moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit un système qui soit pérenne et donc je ne parierai pas trop sur le système de SICA VRDT à long terme. Alors, petite précision avant d'avancer vers la fin de cette présentation, c'est si vous investissez en société dans des trackers ou des produits qui sont listés en bourse comme des actions, vous devez disposer d'un code, c'est comme un numéro d'entreprise internationale, le code LEI,
LEI pour Legal Entity Identifier. C'est un système mondial qui permet d'identifier chaque société de manière unique et de tracer toutes les opérations qui sont effectuées par toutes les personnes morales à travers le monde. Ce code s'obtient facilement en ligne. Ici, je vous mentionne la référence d'un site web qu'on recommande qui est fiable, qui est belge, qui permet d'obtenir en quelques heures un code. Mais ce code doit être obtenu et renouvelé chaque année. Donc c'est un petit peu complexe, c'est un coût supplémentaire, mais c'est quelque chose sans lequel vous ne pouvez en fait pas investir en bourse. Voilà. Donc ça c'était pour l'investissement passif, expliquer pourquoi est-ce que chez EasyVest on préconise l'investissement passif. Maintenant, un dernier mot sur EasyVest et comment est-ce qu'on peut vous aider à investir en société si vous le souhaitez ou investir en personne physique si la voie de l'investissement en société n'est pas optimale pour vous. Bon, la première chose, c'est qu'on va vous aider à réduire vos frais de manière relativement considérable par rapport à ce qui se fait dans les grandes institutions. On a une structure de frais qui est dégressive. Vous pouvez payer jusqu'à 0,5% de frais seulement. Et si vous investissez au travers d'une personne morale, ces frais, sont déductibles, ce qui n'est pas le cas quand vous investissez dans une SICAV ou dans un fonds où les frais de gestion sont facturés directement au sein du produit d'investissement et ne peuvent pas être déduits au niveau de la société. Donc, ils sont en fait définitivement perdus d'une certaine manière et ils sont inclus dans la valeur de votre actif. Ici, comme nous facturons les frais sur le côté, ils peuvent être déduits et ils sont sujets à une TVA qui est récupérable. Donc, vous avez un avantage certain. Donc, quand on dit que vous payez 1% ou 0,5%, en réalité, vous payez 0,8 puisque vous récupérez la TVA ou 0,4 et vous pouvez déduire le solde au niveau de votre comptabilité. Donc, c'est assez intéressant et ce sont des frais qui sont considérablement moins élevés que ce que vous payeriez auprès d'une institution traditionnelle. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie et vous êtes libre de disposer de votre argent quand vous le souhaitez, sans pénalité. Voilà. Alors, en termes de rendement aussi, on en a déjà parlé de manière théorique. Maintenant, ici, on voit quelques chiffres. Je rappelle le disclaimer qu'on a mentionné en début de présentation. Ne prenez pas ceci pour argent comptant. L'approche indicielle, elle offre a priori les meilleures performances sur le long terme. Donc ici, on regarde cette analyse qu'on a fait et qu'on fait chaque année et qu'on a fait en 2021. On a comparé l'investissement indiciel avec d'autres types de placements. C'est typiquement des placements patrimoniaux, des fonds patrimoniaux auprès des grandes institutions belges. Donc ici, vous avez différentes grandes banques, qu'elles soient privées ou universelles, pour lesquelles on a comparé un portefeuille dynamique avec une exposition 80% actions, 20% obligations à d'autres portefeuilles dynamiques dans la gamme de fonds des autres institutions. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on a au cours d'une année donnée, ici, c'était une bonne année pour la gestion indicielle, donc elle a fait un petit peu mieux que le reste. Il arrive assez fréquemment qu'il y ait un acteur qui fasse mieux que la gestion indicielle au cours d'une année donnée, mais ce n'était pas le cas en 2021. Donc tous les acteurs ont fait un petit peu moins bien. Si on regarde sur un horizon de 3 ans, on voit que les performances en fait annualisées des autres institutions, elles se dégradent. Donc la gestion indicielle se distingue davantage. Sur un horizon de 5 ans, l'écart se creuse encore. Et sur un horizon de 10 ans, en fait, cet écart se maintient. Il est en moyenne de 2%. Et en fait, il peut être quand même relativement conséquent. Ça peut aller, dans certains cas, comme on le voit ici, jusqu'à 4,5% de rendement en plus par an. C'est-à-dire que sur un horizon de 10 ans, avec l'effet cumulé, vous vous retrouvez avec un accroissement de valeur qui est de plus de 60-70% par rapport à un placement de risque équivalent auprès d'une autre institution. Donc, ce n'est pas le cas pour tous. Il y a des acteurs qui ont des meilleures performances que ça, où l'écart n'est que de 1%, mais quand même de manière récurrente, vous voyez que la gestion indicielle tire son épingle du jeu. Alors 2022, c'était une moins bonne année, c'était une année où les marchés étaient en baisse, mais c'est quand même une année intéressante parce que justement, on voit comment se comporte la gestion indicielle dans des conditions plus difficiles. Et là, il y a un acteur qui s'en est mieux tiré que la gestion indicielle, mais dans l'ensemble, la gestion indicielle a permis de limiter la casse.
les acteurs traditionnels ont plus baissé que des portefeuilles équivalents investissant dans les trackers. Et si on regarde à long terme, ben, les performances, les écarts sont toujours aussi conséquents. Donc, au bout de 3 ans, il y avait quand même un acteur qui restait en tête. On l'a vu, c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Il y a au bout de 3 ans à peu près 7% des acteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais au bout de 5 ans, ben, là, la dure réalité revient. Et donc, c'est la gestion indicielle qui tire son épingle du jeu. Et au bout de 10 ans, de nouveau, c'est la gestion indicielle qui tire son épingle du jeu, avec des différentiels qui sont tout aussi conséquents que ce qu'on avait vu en 2021. L'étude de 2023 n'est pas encore disponible, mais les conclusions ne sont pas différentes. Année après année, on fait face au même constat. À long terme, il est préférable de favoriser la gestion indicielle. Et c'est ce que nous faisons chez EasyVest au travers de tous les produits que nous proposons. Enfin, EasyVest, comment est-ce qu'on peut vous aider? On peut vous aider à mettre en place un portefeuille d'investissement personnel ou en société très rapidement. Donc, vous pouvez en quelques minutes faire une simulation de plan d'investissement. Et puis, en 15-20 minutes, le compte peut être ouvert. Il suffit de créer un utilisateur, répondre à un questionnaire, charger des documents personnels et réserver un rendez-vous avec un conseiller pour valider le plan d'investissement une dernière fois avec lui. Les documents vous sont soumis de manière électronique et vous les signez de manière digitale sans rien imprimer. 15 minutes après ou 5 minutes même après l'entretien que vous avez eu avec votre conseiller, votre gestionnaire de patrimoine, vous pouvez signer les documents et faire un premier versement. Et vous pouvez donc, dans la journée, si vous êtes relativement rapide et que vous y prenez le matin, vous pouvez ouvrir un compte, signer les documents, faire un versement et avoir un portefeuille qui est déjà constitué. La dernière chose, c'est qu'on vous donne des outils qui permettent de suivre simplement l'évolution de votre portefeuille au travers de nos applications. Voilà, donc je vous invite à investir dès maintenant si vous avez des liquidités disponibles. Vous pouvez à l'instant même aller sur notre site web et commencer à faire une simulation. Donc voilà, ceci clôture la présentation sur l'investissement en société. J'espère que certains d'entre vous qui bénéficient du régime favorable qui est en place depuis 2013 ne sont pas déçus de voir qu'en fait, il est préférable d'investir en personne physique et pas en société. Mais voilà, au moins, ceci vous aura permis d'éviter peut-être une situation qui serait sous-optimale. Voilà, Antoine, est-ce que tu avais identifié des questions? Oui, tout à fait. Alors, il y a une première question qui est posée ici, Corentin, c'est quelle est l'imposition sur les bénéfices en personne physique? Alors, en Belgique, la Belgique est un peu un paradis fiscal au niveau de la plus-value en société, en personne physique, sur les actions. Donc, quand vous investissez, en tout cas dans un tracker d'actions, il n'y a pas de taxation. Vous vendez, vous êtes taxé, il y a une taxe sur opération boursière qui est de 0,12% dans le cas des trackers qu'on a sélectionnés chez EasyVest. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas de plus-value pas de taxe sur la plus-value. Pour la partie obligataire, c'est légèrement différent. Quand vous investissez dans un fonds obligataire et que vous réalisez un gain sur ce fonds, l'État estime que le gain, en fait, n'est que le résultat de l'accumulation des intérêts, des coupons de ces obligations et qu'ils estiment que ces coupons auraient dû être taxés à hauteur de 30% quand vous les avez perçus. Ils n'ont pas été perçus parce qu'ils ont été capitalisés, mais ils auraient dû être soumis à cette taxation. Et donc l'État dit, on va assimiler le gain réalisé à l'accumulation des intérêts et on va vous taxer à hauteur de 30% sur le gain réalisé. Donc pour les actions, aucune taxe. Et pour les obligations, en tout cas au travers de trackers et de fonds d'investissement obligataires, une taxation de 30% en cas de plus-value. D'accord, merci. Une autre question, c'est, tu mentionnais en début de présentation le cas de figure où le dirigeant de l'entreprise ne peut pas gagner plus de 45 000 € par an. Quid s'il y a plusieurs dirigeants d'entreprise? S'il y a, mettons, 2 dirigeants d'entreprise, est-ce que c'est la somme des deux ou est-ce que c'est chacun
qui ne peut gagner qui ne peut pas gagner ce montant, plus de ce montant? Alors, c'est non. D'abord, c'est un montant minimum que le dirigeant doit se payer. Donc, en gros, l'État veut qu'il y ait quand même une partie d'impôt des personnes physiques et que le dirigeant ne se verse pas tout en dividendes. Et donc, il impose qu'il y ait quand même une taxation au niveau de l'impôt des personnes physiques. Et il impose à minima pour un dirigeant. Donc, si vous avez 2, 3, 4 dirigeants, un seul des dirigeants doit être rémunéré à hauteur de 45 000 euros pour bénéficier de l'impôt réduit. Vous pourriez avoir une rémunération qui est inférieure à 45 000 euros, mais pour ça, il faut que le bénéfice de la société ne soit pas supérieur au salaire du dirigeant. Donc, si vous ne touchez que 30 000 euros de rémunération, ben, vous allez conserver le régime favorable pour autant que les bénéfices de votre société soient inférieurs à 30 000 euros. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est des problèmes, enfin, c'est des considérations que vous devez discuter avec votre comptable. Lui pourra vous aider à ce niveau-là. Et il faut savoir que ça a un impact sur aussi vos investissements. Oui, d'accord. Donc, je vois qu'on me pose la question aussi par rapport à l'enregistrement. Donc, oui, la séance a bien été enregistrée et l'enregistrement vous sera envoyé par mail rapidement, de façon à ce que vous puissiez regarder ça. Maintenant aussi, vous voyez donc à l'écran les coordonnées de Corentin, donc son adresse mail et son numéro de téléphone. N'hésitez surtout pas à le contacter directement si vous avez l'intention d'investir le cash de votre société, que ce soit en société ou en personne privée. Il sera évidemment le plus à même pour vous aider et vous guider dans ce qui représente pour vous la meilleure solution. Je ne vois pas d'autres questions qui rentrent pour l'instant. J'en déduis que ton exposé était très clair. Donc, comme je le disais, n'hésitez surtout pas à contacter Corentin. Je pense que du coup, comme il n'y a pas d'autres questions, ben, on va pouvoir arrêter la séance ici. On vous remercie évidemment pour votre participation et votre écoute à ce webinaire. On espère qu'on a pu vous apporter en tout cas des réponses et ben, on espère vous voir évidemment bientôt dans nos bureaux si vous souhaitez investir les liquidités de votre société. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.